Le projet est né il y a presque 10 ans. Donc, nous avons travaillé avec une équipe considérable et tout au long de ces années, il y a eu un processus d'abord d'enquête de terrain, si vous voulez, donc de rassembler le plus de documentation de première main et donc de consulter des archives, de lire des monographies, des articles de revues, de consulter aussi la presse pour ce qui est de la réception des spectacles. Et la perspective de l'ouvrage, c'est d'essayer de proposer une vue d'ensemble, mais en adoptant une approche à la fois chronologique, puisqu'il y a 5 chapitres, qui sont d'égale durée approximativement. C'est-à-dire, on a le chapitre 1, par exemple, 1945-1959, donc 15 ans, suivi d'un second qui commence en 1960 jusqu'en 1979, puis 1980-1989, 1990-1999 et dernier chapitre, 2000-2015. Alors, cette division en séquence, pour nous, ce ne sont pas des périodes en passant, hein, parce que les périodes, c'est une autre dimension de notre ouvrage sur le plan théorique, si vous voulez. Il nous semble qu'on est passé d'une première période où l'institution théâtrale, puisque c'est l'objet fondamental de notre travail, c'est comprendre la dynamique propre à l'institution théâtrale au Québec. Et cette institution est faite de tous les producteurs de biens symboliques, que ce soit des œuvres dramatiques ou des spectacles. Alors, ce regard sur l'institution théâtrale nous amène à penser qu'on est passé d'une première période où l'institution était encore embryonnaire, et pour cela, on remonte après la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20, jusqu'aux années 60. Cette première période est dite embryonnaire parce qu'il n'y a pas encore un développement très fort de tout ce qui fait une institution, puisqu'en plus des producteurs, des auteurs, ben, il y a bien sûr la critique, il y a bien sûr l'école, les formations professionnelles d'acteurs notamment, et les études théâtrales n'existent pas. On étudie bien sûr des pièces du répertoire classique français dans le collège classique qui a fait place au cégep aujourd'hui. Bon. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment un travail approfondi de connaissance du théâtre. Et nos liens, ici, ceux qui pratiquent le théâtre, nos liens avec le monde théâtral en Occident, et essentiellement en Europe et aux États-Unis, est relativement ténu. Bref, première période, 1920-1960. Deuxième période, 1960-2000. Et là, on passe d'une institution embryonnaire à une institution qui est stabilisée en quelque sorte, hein, qui a établi ses marques et avec l'apport de beaucoup d'organismes de soutien. Les écoles de théâtre se multiplient, les études théâtrales apparaissent dans les universités et dans les collèges. On étudie beaucoup le théâtre. L'édition connaît un bond formidable. Et vous voyez, tous ces éléments-là contribuent à façonner ce que nous appelons l'institution théâtrale. Parce qu'il fallait bien avoir une perspective pour interpréter la production théâtrale au fil du temps.
Et c'est un peu le chemin qu'on a pris, c'est-à-dire essayer de bien préciser comment cette institution se transforme et pour arriver à notre époque très, très actuelle, là, c'est-à-dire. Cela étant dit, pour le dernier chapitre, 2000-2015, et comme je vous l'ai dit, la deuxième période s'arrête en 2000, mais pour 2000-2015, on suspend notre regard parce que c'est trop près et on ne peut pas décider, et d'autant que, bon, vous savez, on arrête en 2015, mais depuis, il y a eu 5 ans et il y a surtout eu 2020. 2020, c'est une catastrophe pour le théâtre, comme vous savez. Donc, il va y avoir des répercussions qu'on ne peut pas déjà prévoir, mais tout ça pour dire qu'on soupçonnait qu'avec le changement de millénaire, il y avait des changements générationnels et qui provoquaient aussi un certain nombre de mouvements dans l'institution théâtrale, puisque les nouvelles générations, ben, ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs que leurs prédécesseurs. L'autre phénomène qui nous apparaît frappant, c'est que dès les années 20, avec l'apparition de la radio, puis pour ce qui concerne l'après-guerre, l'après-seconde guerre, c'est la télévision qui fait son entrée dans le paysage culturel et même social. Et dans les deux cas, les comédiens, surtout les comédiens, mais pas seulement, vont trouver là des sources de revenus qui vont leur permettre de continuer de faire du théâtre, parce que le théâtre paie mal ses artisans. Et donc, il y a un rapport qui est à la fois bénéfique et problématique, parce qu'il y a une sorte de tutelle qu'exerce la télévision par les sources de revenus qu'elle rend possibles, et alors que normalement, ce que devraient souhaiter les artisans, les créateurs du théâtre, c'est l'autonomie de leur champ de production. Donc, de ne pas dépendre d'une autre source que le théâtre lui-même. Et on n'est pas parvenu à ça au Québec. C'est-à-dire que le théâtre dépend encore beaucoup, beaucoup trop de sources qui ne sont pas celles qu'il peut engendrer, soit par l'aide des différentes subventions ou par les revenus de guichet, etc. Ce travail a été rendu possible par des gens que je veux absolument nommer, puisque je ne suis pas le seul à avoir produit l'ouvrage, vous pensez bien. Alors, je vais nommer d'abord, pour chacun des chapitres, il y a un responsable. Alors, le chapitre 1 a été confié à Yves Jubainville, qui s'est entouré à son tour d'autres contributeurs. Alors, Yves Jubainville, qui enseigne à l'UQAM, à l'École supérieure de théâtre. Ensuite, le chapitre 2, c'est moi qui en ai été chargé. Le chapitre 3 et 4, c'est Hervé Guy, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et finalement, Hélène Jacques, qui a été responsable du chapitre 5. À ces gens-là, je m'en voudrais de ne pas nommer aussi Erin Hurley, puisqu'on parle du théâtre au Québec en français et en anglais. Et Erin Hurley de l'Université McGill a accepté de se charger de tout ce volet, donc du théâtre anglophone, surtout à Montréal, mais pas seulement. Et donc, elle s'acquitte de ça dans plusieurs des chapitres. Elle est distribuée un peu partout, puisque c'est la seule spécialiste du théâtre anglophone dans notre équipe. On l'a mis à contribution. Et finalement, je ne voudrais pas oublier Francis Ducharme, qui est a fait, avec notre projet, une sorte de post-doc, puisqu'il c'est un jeune chercheur et a été d'un professionnalisme impeccable parce qu'il, vous savez, c'est une grosse machine éditoriale, c'est-à-dire les dossiers. Il y a 59 annexes, je n'ai pas le temps de toutes les énumérer ici.
il faut les mettre en forme. Et ces annexes sont souvent remplies de données statistiques, les subventions, compagnies. Tantôt, c'est des tableaux synoptiques menant les directions artistiques au fil du temps de certains théâtres, les lieux théâtraux, et j'en passe.